Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Audrey Bergenthal, fondatrice et PDG de EVK. Bonjour Audrey. Bonjour Xavier. Alors Audrey, la première question, j'ai envie de dire traditionnelle question, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de EVK en quelques mots? Oui, EVK, c'est une solution robotique et data pour permettre aux industriels de la mode de concevoir, produire et vendre les vêtements non plus en fonction d'une taille, mais en fonction de la morphologie des clients et d'avoir donc une approche inclusive pour couvrir un maximum de population en chaque taille et réduire les risques de retour et d'invendus. D'accord, donc ça veut dire que c'est comme un mannequin qui va s'adapter à la taille des clientes ou des clients, c'est ça? Exactement, c'est un mannequin qui, dans chaque taille, est capable de reproduire différentes formes de corps dans chaque taille, puisqu'aujourd'hui on est dans une logique quand même énormément de standardisation. Donc, le prêt-à-porter a inventé le concept de taille 36, 38, SML, et cetera, qu'on connaît. Et en fait, les gens sont censés rentrer dans ces, numéros et dans ces numéros, en fait, il y a plein de gens qui font la même taille, mais qui n'ont pas la même forme de corps et c'est pour ça qu'on a autant de retours et d'invendus parce que tous les gens qui sont censés rentrer dans ces tailles ne n'y rentrent pas, parce qu'on fait sur une seule morphologie et pas sur plusieurs morphologies. Il y a plusieurs formes de corps qui existent. Et donc nous, on est là pour apporter un nouveau niveau de précision au niveau de l'approche de la conception, production et vente pour qu'on aille, plus finement cibler le consommateur. Donc évidemment aussi avec nos systèmes, on peut faire du sur-mesure et reproduire la morphologie exacte de la personne. Mais nous, on est quand même un outil aussi et surtout industriel pour, des, leaders, du textile qui font du volume et qui ont un impact écologique, pour le moment, assez négatif et qui doivent corriger. Pour l'instant, ils produisent des produits pour une seule forme de corps et ça génère en fait tous ces, milliards par an d'invendus, de déchets textiles et de l'autre côté, il y a une insatisfaction des clients de plus en plus grande parce qu'en plus les corps, les morphologies évoluent aujourd'hui dans le monde par tranche d'âge, par zone géographique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et en fait, les gens ne s'y retrouvent pas non plus dans l'offre. Donc, quand vous avez une inadéquation de l'offre et de la demande, ça crée un désastre économique et écologique et nous, on vient apporter des robots et des datas pour avoir de l'information et des outils de contrôle. Tous les auditeurs qui écoutent, je pense qu'on peut tous se retrouver dans ce que tu viens de dire sur les tailles LMS, dépendamment de nos morphologies, parfois on a des surprises. Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde. La question que je me pose quand tu nous expliques ce que fait EVK, c'est est-ce que c'est vous qui recueillez des datas sur un panel et après, du coup, vous rentrez ça dans une sorte d'IA ou de système pour créer un robot qui s'adapte et après vous vendez ça aux grands donneurs d'ordre? Comment ça se passe en fait? Exactement, c'est ça, c'est-à-dire nous, on a des années de recherche et développement, avec des centres de recherche, sur, la morphologie humaine. On a, travaillé avec des marques, en France et à l'international qui étaient très avancées sur la morphologie. On a travaillé, avec, la maison Chanel, avec, Nike, Adidas et TAM et du coup, on a eu énormément d'informations sur comment adresser ces diversités de cas et EVK après a fait sa sauce et a inventé ce qui n'existait pas dans le médical, un algorithme d'évolution du corps humain qui aujourd'hui va faire, fonctionner le robot et demain fera fonctionner, les logiciels, qu'on est en train de concevoir pour, qu'on ait de l'IA apprenante pour, aller de plus en plus loin dans des retours de statistiques sur, produire pour qui, comment, envoyer, quel produit, à quelle zone géographique et l'étape finale, recommander le bon produit au bon client de façon certaine. Et on a fait le robot et les premières interfaces logicielles de capture de la donnée et d'analyse et on va, basculer, sur de l'IA, à la mi-2023-2024, on est en train de préparer ça, voilà, il y a les premiers systèmes qui vont commencer à tourner. Mais on est sur des données sensibles, que ce soit les données des vêtements, c'est vraiment le savoir-faire des marques et les données des consommateurs, des clients de nos marques. Donc, il fallait déjà qu'on ait la confiance des grands acteurs de la mode pour qu'après on mette en place des systèmes qui vont aller se connecter, à leur système client. Donc voilà, on a pris le temps et aujourd'hui, EVK, ça paraît, comme la solution, centrale pour prendre le virage de ces nouvelles supply chain où on va essayer de reconnecter l'offre à la demande avec, des nouveaux systèmes, d'adressage des clients. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a toujours encore les traditionnelles, les tailles dont tu parlais, S, M, L, XL, triple XL et cetera.
et dans le futur où, on aura le moyen pour chaque consommateur en fonction de ses propres mensurations d'avoir une recommandation sur la meilleure taille pour nous, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on est en train de bâtir en fait avec nos robots. On est capable de dire, notre but déjà avec le robot, c'est d'encourager, à mieux concevoir et mieux produire pour couvrir un maximum de populations, de groupes morphologiques en chaque taille, pour que la mode soit de plus en plus inclusive et performante. Avant vous, comment étaient définies les tailles? C'est intéressant ça, comment étaient définies les tailles standards S, M, L, XL et cetera? Ça s'est fait sur le tas en fait quand on est passé d'une production de sur mesure à prêt-à-porter. C'est quand même un exploit parce qu'on a réussi très vite à catégoriser les gens on a inventé en fait une façon industrielle de produire les vêtements en inventant des tailles avec des règles de rétrécissement et d'agrandissement des patronages. Donc les patronages, ce sont les empiècements qui constituent, le vêtement et donc quand tu apprends le métier de modéliste, tu apprends à définir des mesures, pour, ta manche, ton col, le devant de ta chemise, le derrière de ta chemise, de ta veste et cetera et donc on a inventé des règles, en disant que, entre chaque taille, il y a 4 centimètres d'écart en général et 4 centimètres en général, c'est 4 kilos. Donc ça s'est fait un peu comme ça et après, donc on a mis en place ces systèmes de taille que chaque pays a un peu numéroté de sa propre façon. Nous, on appelle ça 36, 38, 40, SML. Mais les Italiens, ils commencent, ils appellent enfin un 36, c'est un 40 en Italie. Donc chacun a un peu pris, son propre système et se l'est adapté et en plus, par-dessus, chaque marque a décidé que le 36, ça voulait dire à l'intérieur telle valeur de corps et donc c'est pour ça que, un 36, Lacoste n'est pas un 36, Nike, n'est pas un 36 H&M et que le consommateur a du mal à s'y retrouver. Donc, Oui, on est un peu perdu parfois, ouais. ouais, on est complètement perdu. Et si tu vas sur un site de vente en ligne, d'un seul coup, tu vas avoir des tableaux de correspondance de taille où tu vas avoir votre 36 français est un 4 anglais, est un 6 américain, est un 40 italien. Enfin, déjà, good luck. Et puis en plus, tu ne sais pas du tout comment la taille marque, sauf si tu la connais et que tu l'as essayé physiquement. Et donc, nous, on est là pour supprimer tout cet aléa de part en part, parce que tu as de l'aléa au niveau de la conception pour savoir en fait qui est ta cible et quelle mesure tu donnes justement à ton 36, ton 38, ton 40. Mais une fois que tu sais quelle mesure tu donnes, il faut aussi que tu te donnes la chance de couvrir un maximum de gens dans ta grille de taille en fait. Et le robot, il sert à ça. Et après, l'IA va permettre d'aller plus loin. On est capable déjà de dire que tel vêtement a tel pourcentage de couverture morphologique en chaque taille. Donc dire voilà, votre vêtement, il va couvrir 40 à 50% des morphotypes qui existent en 36, il va couvrir 50% en 38, etc. Donc, vraiment pour avoir une approche raisonnée en production, pour ne pas lancer des produits qui, en fait, ne correspondront pas à leur marché, parce que c'est quand même là d'où vient le problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions, enfin beaucoup, il y a des solutions qui ont émergé pour recycler, upcycler, réparer le vêtement une fois qu'il existe. Mais globalement, ce qu'il faudrait, c'est surtout empêcher la génération de produits qui ne vont pas se vendre. Parce qu'aujourd'hui, les sites de déstockage ou de seconde main ou de revente, ça n'empêchera pas de traiter le problème du vêtement qui a, à l'origine, été mal conçu pour un marché. Donc voilà, nous déjà, on intervient là et après on peut aller jusqu'à de la recommandation pour de la vente, pour de la simulation d'essayage. On reproduit la morphologie, on anticipe la venue des clients, on passe les vêtements, pour certaines marques de luxe, aller jusqu'aux semi-mesures ou aux sur-mesures, mais de façon plus rentable puisque sans déplacement et puis plus écologique, sans déplacement, du client en étant exactement aux mesures de celle-ci et puis, oui, on va travailler sur un système de enfin, on travaille déjà sur un système de recommandation de taille avec, les grands clients, qui se sont équipés des robots parce qu'on a tellement d'informations sur les vêtements et sur les morphologies qu'effectivement, on s'est rendu compte que toutes les sociétés, de recommandation de taille, de scan et de photogrammétrie venaient nous voir en disant, «Est-ce qu'on peut accéder à votre algorithme?» Alors au début, on a dit oui, puis on s'est rendu compte qu'on faisait tout le travail de précision et que nos datas étaient, extrêmement, puissantes, enfin qu'on avait vraiment un algorithme puissant et une expertise en morphologie qui était, beaucoup plus grande que ce qu'on imaginait et que, bah, du coup, on allait le faire nous-mêmes parce qu'on est très exigeants et qu'on sait exactement ce que veulent nos clients et
et voilà. Quand tu dis robot, ça ressemble à un mannequin, c'est ça? Oui, ça ressemble à un mannequin, ça ressemble à un corps humain qui bouge, qui grandit et qui grossit, en quelques secondes. Donc c'est oui, je suis partie de l'idée d'un mannequin de bois qu'on a robotisé, mais aujourd'hui c'est plus du tout un mannequin de bois. Enfin, c'est un mannequin robot, qui est capable, de varier de l'équivalent d'un 34-36 à un 46, d'avoir, une vraie, harmonie au niveau de la courbure du corps humain, parce que le corps humain n'a pas d'angle droit, d'être capable de faire un 36 dans une morphologie, H, O, V, A, c'est-à-dire, des hanches larges ou des tailles étroites ou des épaules larges. Enfin, on est dans un outil qui a une précision, extraordinaire en termes de morphologie en chaque taille ou de reproduction fidèle de la cliente. Donc c'est un robot, qui est incroyable. Ouais, c'est super intéressant. On reviendra un peu plus en détail après sur où vous en êtes chez EVK et vos projets, mais maintenant, ce qui m'intéresse, Audrey, c'est de parler un peu de toi. Bah, d'où tu viens? Est-ce que tu étais dans la mode avant? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée de créer EVK? Il y a plein de facteurs qui m'ont amené à créer EVK. Déjà, moi, je suis fille et petite fille d'industriels dans le textile, avec des expériences plus ou moins heureuses, hein, mais en tout cas des passionnés, de l'industrie et du textile. Donc moi, j'ai toujours eu envie d'entreprendre depuis que j'étais petite, mais après, mon père, me disait que c'était trop dur l'industrie et que ça serait encore plus dur pour une femme et en fait, du coup, je peux pas lui donner tort, parce qu'il voulait que j'ai un métier plus doux. Dans un environnement plus ouvert aussi, au féminin. Pour parler un peu cash, tu as rencontré beaucoup de sexisme quand tu as voulu créer ta société? Oui et encore aujourd'hui énormément, ouais. Ouais, ouais, pour beaucoup encore, c'est assez étonnant que je sache, lire, écrire et compter. Ouais, ouais. Ça se manifeste sous quelle forme? Est-ce que c'est des gens qui refusent de te faire confiance ou qui te considèrent pas comme quelqu'un de compétent? Ça se manifeste sous quelle forme? Non, alors, avant, c'était plus violent et plus direct parce qu'on me prenait souvent pour la secrétaire ou on me disait: «Allez, où est votre patron?» Puis j'étais plus jeune aussi, donc puis j'étais pas ingénieure et j'avais pas encore le langage des ingénieurs. Donc il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape très violente de mépris, d'ignorance/mépris. Après, il y a eu une étape quand on a sorti notre premier prototype en un temps record, en n'étant pas, juste avec moi et quelques salariés en interne. Là, il y a eu une grosse période de doute, du genre, «Vous n'y arriverez pas» ou d'absence d'encouragement, de silence autour de nous. Et puis maintenant, c'est plus déguisé, c'est des restes, de mépris archaïque, de biais archaïques comme, c'est Sista qui en parle très bien. C'est que il y a très peu de femmes qui lèvent beaucoup de fonds, il y a très peu de femmes qui, après les tours de Seria, sont gardées au contrôle de leur société parce que, bah, c'est que des hommes et qu'ils pensent qu'on n'a pas la capacité de le faire et ils sont instinctivement plus rassurés par des hommes, ouais. Donc ça montre qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là. C'est toujours dommage de voir, des gens qui se basent sur le sexe de quelqu'un pour, évaluer les compétences. Enfin, c'est quand même triste en 2023. Mais bon. Bah, en fait, Sista là a révélé, hier ou avant-hier une étude, BCG donc sur tous les donc pas industrie mais tech, qu'il y a que 6 des femmes, qui sont à la tête de leur entreprise ou à des postes de direction, après une série A. Donc c'est un problème de biais et de confiance et puis je pense que nous aussi comme on n'a pas d'exemple devant nous de femmes qui l'ont fait, quand on nous dit: «Tu es nulle», ben, on le croit aussi et on pense que les gens vont, faire des choses beaucoup, beaucoup mieux que nous et on se laisse, complètement déborder. Ouais, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, totalement, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Malgré cela, tu as quand même eu le courage et l'ambition de lancer ta société et c'était il y a longtemps? C'est comment tu t'y es pris? Est-ce que tu l'as fait toute seule? Tu étais accompagnée, avec, des fondateurs ou, Oui, alors comment j'ai démarré? Je l'ai fait suffisamment jeune pour être inconsciente et sans contrainte, de famille. Donc j'avais, 28 ans et c'est un long parcours puisque j'en ai 40 aujourd'hui. Comme tout le monde, j'ai démarré avec, ma meilleure amie et comme tout le monde, ça s'est pas forcément malheureusement, ça a pas duré. Bon, c'est dommage et puis après j'ai fait cavalier seul, et je suis du coup seule fondatrice. est-ce que tu peux nous expliquer un peu, sans forcément rentrer en détail, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que les rôles étaient mal définis dès le départ ou c'est une question de personnalité? Non, je pense que c'est vraiment la dureté de l'industrie et du monde de l'investissement qui font qu'il faut avoir le cœur bien accroché et qu'il
Il faut avoir aussi, moi j'avais quand même la chance à ce moment-là d'avoir, la sécurité de mes parents qui pouvaient me réceptionner si je me cassais la figure et ça a été une chance pour moi et pas tout le monde a cette chance, voilà. Et du coup, donc à 28 ans, tu crées donc c'était il y a 12 ans maintenant, si j'ai bien compté. Au bout de combien de temps tu as pu avoir tes premiers clients? Est-ce que ça a été compliqué de convaincre des gens de passer par EVK ou quelles sont les principales étapes qui ont arrivé jusqu'à maintenant? EVK en fait, c'est une très longue histoire et très lente, parce que d'abord, moi de base, je suis juriste en propriété industrielle de formation. Après, j'ai basculé dans le textile et j'ai autofinancé la société pendant presque 5 à 7 ans, jusqu'en 2015 en fait. Ouais, 5 ans et je travaillais à côté. Donc ça avançait, par rapport à l'argent que je gagnais par ailleurs, hein et j'ai attendu d'être sûre d'avoir, mon brevet, un premier démonstrateur très archaïque, très rupestre, de ce mannequin robot et d'avoir, parler à des grands éditeurs de logiciels, du secteur comme, Lectra, Gerber et Dassault, pour savoir si notre robot les intéresserait de les coupler à leur supply chain qu'ils avaient digitalisé dans le textile. Donc, ils m'ont dit oui et puis, 2-3 marques d'intérêt dont Etam, qui très tôt, a repéré le produit et nous a soutenus. Donc à partir de là, je suis allée lever des fonds parce que moi, je me voyais pas lever des fonds si j'avais pas déjà avant répondu à ces questions. Donc c'est un peu aussi mon problème, c'est que moi j'ai une approche de juriste, donc tant que je suis pas sûre de moi, j'avance pas. Et c'est pas comme j'entends souvent ces jeunes qui me disent j'ai une idée, je vais lever puis je verrai bien si j'ai un marché. Moi j'ai fait l'inverse en fait, donc ça a été plus lent. Mais ce qui fait que quand j'ai des fonds, par contre, j'avance très vite. Et si on avait eu des fonds à chaque fois en temps et en heure, aujourd'hui, EVK serait une très grosse société. Et du coup, les clients sont venus très vite à nous, hein, dès la première levée de fonds. 1 an et demi plus tard, je signais une première commande de plus d'1 million avec Chanel, de plusieurs unités avec Adidas. Enfin, c'est allé très, très vite après. Les clients sont venus tout de suite parce que, bah, tout le temps qu'on avait mis à préparer, tout le temps que j'avais mis à préparer ces étapes et à valider mon adéquation avec le marché, bah, ont fait que le produit était juste par rapport aux besoins admis. Comment t'es venue l'idée à la base de créer EVK? Est-ce que tu as toujours eu cette idée de se dire: «Il y a des problèmes avec la taille des gens» ou comment t'es venue l'idée de créer la boîte? Alors, comme je disais, tout à l'heure, moi, je viens d'une famille d'industriels dans le textile, donc j'étais déjà sensible à la mode et en fait, assez jeune, dès le lycée, je réfléchissais, comment on pouvait faire du sur-mesure de façon industrielle parce que je trouvais ça absolument génial quand ma mère me racontait que sa mère allait chez sa couturière ou que je voyais mon père, qui allait, les hommes, ont quand même gardé un peu ce truc d'aller chez le tailleur, donc pas tous les costumes de mon père ne venaient chez un tailleur, mais ces beaux costumes venaient de chez un tailleur et je trouvais cet univers tellement beau, tellement riche de savoir que je me disais: «Mais comment» et à chaque comment on fait pour que ce système soit rentable et qu'il puisse passer à l'échelle? Donc voilà, mais c'était un truc comme ça, un challenge qui tournait dans ma tête et puis, après moi j'ai fait des études de droit pour être avocate et faire mon 3e cycle à Harvard en propriété intellectuelle, liée au marché de l'art et en fait, en dernière année d'études, je voyais des inventeurs en cabinet, je voyais des chefs d'entreprise et en fait, c'est la fibre entrepreneuriale qui fait que peut-être mon cerveau a eu l'idée de ce mannequin, en fait. Parce que j'avais tellement envie d'être à la place de mes «clients», entre guillemets, hein. J'étais jeune stagiaire, hein, mais je les voyais, je me disais: «Ah, c'est vachement cool, d'être entrepreneur», et bon, mes parents m'avaient dit: «Non, ne le sois pas», mais j'avais envie quand même, quoi. Du coup, cette idée tournait et un matin, ça m'a flashé et je me suis dit: «Mais oui, bien sûr», je suis passée devant une vitrine, du boulevard Saint-Germain de boutique Armani qui venait d'ouvrir. Ils avaient ouvert leur premier gros flagship, à Saint-Germain-des-Prés et puis le mannequin était trop mannequin en plastique dans la vitrine portait un vêtement trop grand et la porte automatique du magasin s'ouvre et là je me dis: «Mais oui, bien sûr, il faut robotiser ce mannequin pour qu'il reproduise différentes formes de corps». Parce que aussi, ça faisait longtemps que j'entendais ma mère qui est très belle, qui ressemble à Catherine Deneuve, qui a le même âge qu'elle et qui a évolué pareil, donc une femme très mince qui a un peu évolué avec le temps, qui me disait, «Maintenant que j'ai des sous et que j'ai 50 ans et plus, j'arrive plus à s'habiller». Ses copines n'arrivaient plus à s'habiller. Je me disais: «Mais c'est quoi cette espèce de racisme, d'ostracisme des corps, quoi?» J'avais ma sœur qui était mannequin, notamment pour Chanel et
Quand elle était habillée en Chanel, c'était très beau, mais quand elle était habillée en temps normal, bah, tout était trop petit. Les bras, les jambes, donc je me disais: «Bon, ça fait», en gros, j'étais jeune et je me disais: «OK, j'ai 2 belles femmes à la maison, qui ont du mal à s'habiller, elles font comment les moches, quoi?» C'était un peu con, mais c'est comme ça que j'ai raisonné et que le truc tournait dans ma tête, quoi, et je me suis dit: «On peut pas exclure, des populations, des morphologies». Puis après j'entendais, les copines, enfin, dès qu'on a des copines un peu, moi j'ai grandi dans un univers assez cosmopolite, donc mes copines, qui venaient d'Orient me disaient, «Je rentre pas mes fesses», mes copines d'Afrique me disaient: «Je rentre pas mes fesses et ma poitrine», enfin plein de gens me disaient, «Je rentre pas dans les vêtements», et je me disais: «Mais c'est fou, enfin il y a un problème, quoi», et en même temps la mode, elle disait: «Faut absolument», c'était à l'époque, il y a 20 ans, c'était la mode des ketmos, fallait être maigre, fallait être anorexique. Donc moi je voyais des copines basculer dans l'anorexie pour rentrer dans des fringues. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, enfin, la mode, elle peut pas forcer des gens à être malades et à se faire vomir pour rentrer dans des fringues. Enfin, c'est à eux de prendre leurs responsabilités et de faire que les fringues, elles aillent, quoi». Oui, ça c'est enfin, expérience personnelle, j'ai connu des gens qui étaient mannequins aussi, qui ont traversé ça, donc c'est véridique. Il y a vraiment des jeunes filles qui se faisaient vomir, donc c'est quand même triste. Mais j'ai l'impression que ça a un peu changé ces dernières années, et tant mieux. On voit plus de diversité au niveau des formes de corps, en tout cas. Oui, oui, ça y est, tout le monde, mais bon, ça a commencé un peu en mode zoo, quoi. Tout le monde est allé chercher sa grosse, sa vieille, enfin, j'adore mes clients et je les respecte et je sais qu'ils relèvent des challenges colossaux, tous les jours, mais Il y avait un aspect un peu communication marketing, quoi. Il fallait montrer que voilà, faut pas que ce soit du marketing et que ce soit le zoo non plus, quoi. Faut que la proposition soit suivie des faits. Du coup, faut qu'ils soient équipés de VK pour que les vêtements soient vraiment, taillés en fonction des morphologies, quoi. Des vrais seins, des vraies fesses, des vrais ventres, un vrai corps de 40 ans et plus, un vrai corps de, enfin voilà, tout ça, il faut le faire parce qu'un mannequin de bois, ça ressemble à personne, ou alors ça ressemble à une gamine de 16 ans anorexique. Donc c'est pour ça que personne ne rentre sa poitrine et ses fesses dans un vêtement. et du coup, est-ce que là, on parle uniquement de femmes pour l'instant? Est-ce que ça s'adresse aussi aux hommes? Parce que nous, les hommes aussi, on a la même problématique. En tout cas, moi, je l'ai quand je vais dans les magasins. Oui, 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 les hommes ont le même problème. Moi, j'ai lancé, en parallèle de VK, une marque à l'époque de chemises, et caleçons pour hommes, après 30 ans, donc qui voulaient quand même être cintrés, mais dont on qui voulaient pas voir le ventre ou le cou qui s'élargissent, et oui, oui, c'est la même chose. Nous, on travaille sur le mannequin homme, on travaille sur le mannequin grande taille, on travaille sur le mannequin aussi petite taille pour les morphologies, plus asiatiques ou plus petites. Et en fait, tout le monde a un problème, hein, on a même développé le pied. Enfin, je veux dire, le sujet du fit, en fonction des morphologies, il est clé, et la force de VK, c'est vraiment d'avoir dit: «OK, la taille, on c'est une première clé d'entrée, mais c'est pas suffisant. Il faut rajouter la notion de morphologie par taille pour adresser plus finement les marchés». Et du coup, quand tu as eu l'idée du robot, donc tu disais que toi, tu avais une formation plutôt juridique. Est-ce que c'était compliqué pour toi de trouver, la compétence en termes de, bah, de data, de je sais pas s'il y a un peu de mécanique, et cetera? Oui, bah, il y a complètement, c'est complètement de la mécatronique même. Donc nous, le robot, c'est une prouesse, mécatronique, avec des matériaux spéciaux qui reproduisent l'élasticité de la peau qu'on a mis au point. Des textiles innovants aussi, capables de déformation, exceptionnelle avec, une rétractibilité, énorme. Donc et puis, oui, oui, il y a de la data, il y a de l'IA, enfin, il y a tout ça, quoi. Donc nous, on est un concert symphonique, hein. Il y a, tous les instruments du monde de l'industrie et du logiciel qui sont dans cette technologie. Comment tu as fait pour, trouver rapidement quelqu'un qui puisse mettre en musique ton idée? Je parle notamment en termes de data, tu as dû, bah, recruter quelqu'un assez rapidement ou, Ça a été très compliqué. Notre gros verrou qu'on a surmonté et pour lequel on a failli mourir en 2020, c'était cet algorithme d'évolution du corps humain. En fait, enfin, mécaniser un système pour qu'il ait des systèmes de poussée et des mouvements, je veux dire, ça existe, c'était pas compliqué. Mais faire en sorte que à chaque fois qu'on envoie un ordre, ça ressemble à un corps humain et à la courbure du corps humain, ça a été un challenge, mais colossal. Vraiment, et encore, on a été rapide, hein, mais on a mis 3 ans à trouver la bonne formule mathématique. et pendant ces 3 ans, vous avez déjà des clients ou c'était vraiment, sur vos fonds propres, Non, alors, oui, en plus, on avait déjà des clients. C'est-à-dire que, nous, de 2016 à donc on l'a trouvé en 2019, l'algo, et en fait, on a sorti nos premières séries
de robots en mi-2018 et on s'est rendu compte que sur certaines tailles, on était bon et sur certaines morphologies, certains cas clients et que sur d'autres, on n'était pas bon. Et du coup, cette étape de calibration, de maturation de produit pour que ce soit un produit qui... Nous, c'est un produit à qui on demande de faire des exploits en permanence, de vraiment simuler des infinités de cas. Bah, pour couvrir l'infinité des cas qu'on nous demande, ça nous a pris 1 an et demi. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait cette formule et cette approche par morphologie. Et du coup, maintenant, EVK, ça en est où? Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes déjà international? Quels sont les projets? Alors EVK, ça avance 2 fois moins vite que ça pourrait, par manque de financement, parce qu'on finance pas les startups industrielles et que c'est pour ça, du coup, que j'ai accepté la proposition de prendre la parole et du coup, la présidence de Start Industrie, qui est aujourd'hui l'association qui chapeaute tous les collectifs et associations d'industrie, de start-up industrielles en France, aux côtés d'Antoine Hubert et de Jean-Philippe Thierry. Parce qu'en fait, on peut pas se développer comme on devrait, qu'on est sous-financé, qu'on voit des startups du digital qui lèvent des millions et qui les crament et qui sortent pas de produits et que nous, dans l'industrie, on a des produits, des C'est sûr, quand clients. on voit BPI qui donne 7 millions pour un métaverse sur les chiens, ça fait bizarre. Et en même temps, moi, la BPI, j'étais agréablement surprise des échanges qu'on a depuis peu. Parce qu'aujourd'hui, BPI est extrêmement mobilisé sur l'industrie et veut faire changer l'écosystème. Donc, je me dis que, enfin, il y a des outils qui sont en train de se mettre en place, en tout cas côté BPI, qui vont commencer à faire changer la donne et avec France 2030. Mais il y a vraiment un gros travail. C'est pas tant BPI que les fonds d'investissement qui ont des obligations de return tellement élevées que du coup, ils prennent pas le temps de regarder des dossiers industriels à temps long. Et c'est dommage parce qu'en fait, une société industrielle, dans 10, 15, 20, 30 ans, même une société industrielle, tu peux la faire passer de génération en génération. Alors qu'un soft, au bout de 20 ans, est-ce que tu peux me citer beaucoup d'entreprises du logiciel qui ont plus de 20 ans, tu vois, qui ont 40, 50, 60, hormis Dassault. Mais Dassault, je pense que leur succès vient du fait qu'il y a aussi beaucoup de hardware, en fait, et qu'il y a une expertise militaire, les avions, l'aviation, qui fait que ils ont cette logique de suivi. Mais franchement, ce matin, j'étais au ministère de l'économie, je discutais avec les instances qui travaillent au plus près des ministres. Et en fait, c'est ce qu'on leur, c'est ça, on les amène à prendre conscience, c'est qu'une société industrielle, une fois qu'elle tient, elle dure. Donc en fait, EVK, ça tient, ça dure, c'est passé par des hauts, c'est passé par des bas. On a des clients qui sont des leaders mondiaux en Europe et à l'international. Du coup, je réponds à ta première question après mes multiples digressions. Mais on n'a pas les moyens de croître assez vite et assez fort. Et on va hyper lentement. Et aujourd'hui, on n'est que une dizaine. On est monté jusqu'à 40. Et honnêtement, à l'époque, on m'a dit oui, tu as voulu grossir trop vite, trop embaucher, trop machin. Mais honnêtement, une société industrielle, c'est impossible qu'elle fonctionne à moins. Mais c'est impossible. Tu vois, avec les salariés qui sont les premiers que j'ai recrutés il y a 5 ans, 7 ans, tu vois. Mais en fait, ce sont des warriors et ils accomplissent en une journée ce que mettraient 3 personnes à faire. Donc, le calcul est faux. Mais on devrait être beaucoup plus et on devrait être beaucoup plus loin. Là, on va arriver sur le marché américain. Ça y est, on a un distributeur. On a Accenture qui nous distribue comme ils distribuent les grandes solutions comme Lectra, Gerber, Centric. Donc, ça prouve que VK est vraiment vu comme la nouvelle solution, le nouveau standard de la supply chain de la mode. Et ça, c'est extraordinaire comme reconnaissance parce qu'on est la start-up qui est distribuée comme ces énormes sociétés qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires et qui sont installées parce qu'on a des clients qui sont venus à nous, qui sont tellement prestigieux qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est les petits poussets rentrés en Ligue 1 en termes de crédibilité au niveau du client, du marché, des partenaires et distributeurs. Et maintenant, on espère que l'investissement va suivre par rapport à tout ce qu'on a été capable de prouver. Et moi, c'est justement quand tu vas voir les investisseurs privés, quelles sont les raisons pour lesquelles ils refusent d'investir? Parce que nous, enfin, dans le podcast, on a eu l'occasion du coup, d'interviewer beaucoup d'entrepreneurs dans la startup industrielle et c'est un peu toujours le même discours que tu as donné d'ailleurs. Ils préfèrent investir dans le software et souvent ils nous disent que quand ils vont voir les investisseurs privés, c'est toujours un peu même. Souvent, c'est le profil de gens qui connaissent pas trop l'industrie. Ils se retrouvent en face de gens un peu jeunes qui sont là à cocher des cases et s'ils rentrent pas dans la case, ils disent: «Bah non, on peut pas vous financer». Quelle est la raison, tu penses, derrière qui fait qu'ils refusent d'investir dans les startups industrielles? Est-ce que c'est un manque de connaissances ou des préjugés? C'est 3 choses, donc les 2 que tu as citées, manque de connaissances, préjugés et un troisième qui est une vision court-termiste de la finance avec une obligation de faire des returns pour leurs LPs qui sont très élevés.
et leurs souscripteurs. Et donc, quand tu es dans une logique d'exit de 3 à 5 ans, allez, 7 ans, bah, de facto, tu exclus toutes les sociétés industrielles. C'est comme si tu demandais à la pharma d'être, rentable à 3 ans, alors que, tu as 10 années de recherche, que, tu as, des processus de validation, qui sont hyper lourds. Et nous, on n'est pas une start-up du digital. Et donc voilà. Et puis les gens ne voient pas la magie et les vertus et toute la les aspects positifs qu'amène l'industrie. L'industrie, c'est un très gros employeur, puis c'est un employeur, de métiers extrêmement variés, du technicien au directeur, ça veut dire de quelqu'un qui a pas le bac à quelqu'un qui est surdiplômé, de quelqu'un qui est très jeune à quelqu'un qui est très expérimenté et à l'âge de la retraite, parce que l'industrie, ça a besoin de gens, de tout type de compétences et de tout type d'expérience, que ça fonctionne très bien sur les petits territoires, qu'aujourd'hui c'est extrêmement digital, que la révolution RSE, elle va venir de l'industrie. Autant il y a 200 ans, 100 ans, où l'industrie était polluante, etc. Il y avait cette image de l'ouvrier dans sa mine à charbon. Aujourd'hui, les solutions de décarbonation à horizon 2050, elles vont venir de l'industrie et des startups industrielles et en fait, elles existent déjà. C'est-à-dire que si nous, on a lancé des études à travers, Start Industrie, on a collecté des études et on chapeaute, donc 16 organisations et déjà 1 600 startups industrielles. On sait aujourd'hui que toutes les technologies pour la décarbonation, elles sont là et que juste, en fait, on n'arrive pas à les faire passer à l'échelle par manque de financement en France, en Europe. Et aujourd'hui, il y a une urgence c'est pour ça que nous, on travaille, aujourd'hui avec, le gouvernement, avec Bercy, avec BPI, avec tout l'écosystème, qui veut, réindustrialiser, puisque c'est quand même dans les vœux de Bruno Le Maire, qui parle d'industrie verte, de mettre en place les outils qui vont faire que les financeurs vont être rassurés. Je peux comprendre que l'industrie fasse peur et qu'il y a un problème de durée par rapport à leurs fonds, parce qu'eux, ils ont des fonds qui durent, maximum 10 ans. Et donc, il y a un problème d'organisation, de suivi des équipes pour suivre une participation dans l'industrie. Donc ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Maintenant, il faut trouver, des systèmes hybrides, peut-être des fonds avec, à la fois de la subvention publique déjà quasiment, crantée, et les apports des investisseurs privés qui, du coup, seraient rassurés, ou pousser à des investissements hybrides dans le sens où tu fais, un peu d'equity et des obligations avec un rendement élevé. Puisque moi, en tant que chef d'entreprise, et même Antoine Hubert, le CEO d'Insect, qui a levé 500 millions, tu vois, nous, on tourne à lever un peu plus de 5 millions, lui, il en a levé 500. Et ben, lui aussi, il a beaucoup de mal enfin, il a pas beaucoup de mal, mais il a du mal à financer, parce que même à son stade, Insect peut faire peur. Donc, tu te dis, mais il y a vraiment un problème de peur vis-à-vis de l'industrie et de pas voir tous les avantages, parce que l'industrie, du coup, ça génère de l'emploi, ça dure longtemps. Une fois que tu mets un produit physique ou que tu transformes une supply chain dans un secteur, mais enfin, tes clients, ils vont pas te débarquer demain. Et là, avec la crise et la constriction des marchés et l'inflation, etc., les premiers budgets qui sautent, c'est le marketing, c'est le digital. Un soft, tu le désinstalles d'un clic. Moi, mon robot, tu peux pas me le rendre comme ça. Puis en plus, une fois que tu as utilisé mon robot, globalement, tu as surtout pas du tout envie de retourner sur un mannequin de bois. Oui, ça, il y a un impact beaucoup plus lourd, comme tu disais, dans la supply chain, et cetera. Quand tu parles d'industrie, c'est du hardware souvent, enfin, en termes de technicité et d'implication et d'impact, c'est beaucoup plus important, pour le process d'entreprise qu'un simple «software» entre guillemets, dépendamment du software évidemment, mais Donc les clients, en fait, ils vont venir te sauver. Nous, c'est ce qui nous est arrivé à chaque fois. On n'a pas réussi à se financer par les levées de fonds, c'est les clients qui nous ont sauvés. Donc voilà, mais pourtant, comme, nos clients nous disent, ils sont pas là pour financer notre croissance, notre ouverture aux US, notre certification en Chine et compagnie, tu vois? du coup, si je comprends bien là, les projets, c'est de s'internationaliser, donc une bonne nouvelle aux US, et puis, le financement pour vous, chez EVK, c'est la clé pour vous développer dans les prochains mois, prochaines années, quoi. Oui, parce que nous, on n'a plus de problème, en fait. Aujourd'hui, c'est qu'une question d'argent pour qu'on déroule, et plus vite on aura de l'argent et plus massivement on en aura, plus vite on grossira. Parce qu'on n'a plus de verrou technologique, on sait déployer, on a le pied qui est prêt, on a la version homme, la version grande taille, on a toute la roadmap d'IA qui est figée. Les clients qui sont prêts à déployer, surtout, c'est ça, c'est que nos clients nous demandent de passer à l'échelle et de s'équiper en plusieurs dizaines à centaines de robots, et nous, on peut pas suivre. D'ailleurs, les robots, ils sont fabriqués où? Est-ce que c'est fabriqué en France ou c'est dans un autre Ils pays? sont fabriqués en Rhône-Alpes, à côté de chez nous, dans la Drôme.
C'est via un partenaire ou vous avez vos propres usines? Une partie chez nous et une partie chez un sous-traitant qui est absolument super et qui vit une croissance formidable, par le retour peu à peu des productions en France. Tant mieux, c'est un bon signal. On espère que ça va continuer comme ça. Ouais, exactement. Non, non, mais il y a des belles histoires quand même qui sont en train de s'écrire sur l'industrie. En tout cas, sur les PME aujourd'hui, il y a des outils qui ont été mis en place, notamment à travers BPI et puis les banques et les investisseurs qui font qu'une PME industrielle qui veut opérer sa révolution verte et puis, financer sa croissance, va pouvoir y arriver. Ce qui est difficile, c'est plutôt quand tu es une start-up et que tu as besoin de cash parce que va falloir que tu crées ton marché, crées ton produit, que tu évangélises, que tu crées ta première usine, qu'après tu passes en position dominante, c'est là où c'est vraiment difficile. Comme tu disais, il faut vraiment être un warrior et vraiment croire en ce qu'on fait, quoi. Ouais, 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 faut avoir le cœur, vraiment bien accroché et avoir la conviction que tu as enfin nous, ce qui nous aide à tenir chez EVK, c'est qu'on sait qu'on a un impact écologique, qui est énorme chez les clients et on n'en a pas parlé jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas les chiffres, mais quand on a vu que les machines commençaient à tourner et l'impact que ça avait, enfin, je veux dire, c'est ça qui nous motive, quoi. On veut vraiment que nos clients, ils passent à l'échelle parce que la réduction des retours, la réduction des invendus, l'identification des défauts, le fait qu'il y a plus de transport, tu peux contrôler tes productions à distance, tu peux vendre à distance. Mais enfin, nous, quand on explique à un fonds d'investissement le nombre d'impacts écologiques qu'on a, ils nous disent non, mais vous avez fait ça pour gonfler, c'est pas vrai et tout. Mais nous, c'est prodigieux. C'est prodigieux l'impact de la technologie EVK dans la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise. Ouais, on imagine avec le nombre de vêtements qui s'achètent encore plus maintenant à distance, avec les taux de retour qu'il doit y avoir, effectivement, si on peut avoir des tailles un peu plus qui correspondent un peu plus, aux morphologies des clients, on imagine le gain aussi économique pour les entreprises, quoi. Donc, quand on allie économie et écologie, c'est quand même un bon mix, quoi. Exactement. Du coup, Audrey, on arrive au terme de l'entretien. Avant de finir, on aime bien chez Entrepreneur Café poser une question aux entrepreneurs avec qui on discute. Ça serait si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer, entreprendre, mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas trop par où commencer, quel serait ce conseil? Accroche-toi, crois en toi et fonce, tu aucune chance, mais tu vas y arriver. Je sais plus cette phrase des bronzés, oublie que tu aucune C'est chance les et bronzés, fonce. ouais. Ouais, oublie que tu aucune chance et fonce. Non, c'est merveilleux l'industrie, c'est complètement addictif, la création d'entreprise, c'est génial, tu vas rencontrer des gens merveilleux qui ont des valeurs merveilleuses et je pense que c'est un peu comme les soignants, enfin voilà, tu as des secteurs où c'est très difficile mais tu y restes et parce que tu sais que tu fais du sens, tu sais que tu apportes quelque chose donc ta satisfaction, tu vas la chercher ailleurs en fait et elle est peut-être même encore plus belle, donc faut y aller. Bah, c'est un très beau mot pour terminer l'entretien. Je te remercie beaucoup, Audrey, et je te souhaite plein de succès, du coup, avec EVK, puis aussi, dans tes fonctions chez, Startup Industrie qui, je pense, est un organisme, hyper intéressant et je pense à mettre en avant pour tous les éditeurs. Oui, bah, avec Start Industrie, vraiment, ça y est, depuis la rentrée, on enchaîne les rendez-vous, dans les différents cabinets ministériels et même à l'Élysée et vraiment on est mobilisés pour tout faire bouger parce qu'il y a un momentum et qu'aujourd'hui tout le monde sait qu'il faut de l'industrie. Donc, il faut diffuser notre action, ça va secouer. Merci, Audrey. Merci, à bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!